Bonjour l'équipe, ça va, vous allez bien? Ça Oui, va. oui, ouais, ça va Alors, vous super. êtes prêts pour cette deuxième session, Flamme, Voix créole, Ouais, Oui, ça va. Daniel Maximin, allez, on y Le va, on y Cri va, on du y va. cyclone, Oh, on y va? On va Yes, pouvoir parler du second chapitre, après le yes, premier. yes, yes. Donc, le grand camouflage de l'injure au diamant. oui. Yes. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok. Bon, alors on rappelle un petit peu le concept pour que nos internautes, pour qu'ils se rappellent un petit peu ce que l'on fait autour de cet atelier. En fait, c'est d'étudier et de parler, de donner nos ressentis sur l'œuvre de Daniel Maximin qui s'appelle les fruits du cyclone. Oui. Yeah, les fruits du cyclone, merci. Petit rappel, petit rappel. Et là, en fait, on est donc sur le deuxième chapitre. On va décortiquer ensemble, chacun va donner un peu sa thématique et on va pouvoir, autour de cette œuvre, parler de ce qui nous aura marqué. Petit rappel, donc notre prochaine session, ce sera le 29 août. Donc là, on a toutes les vacances pour être tranquille. On va laisser les gens profiter de leurs vacances. Et le 29 août, on aura un guest. Ce sera Madeleine de l'association de culture ou l'association littéraire plutôt, le One Club. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Ça va être lourd. Ah, ça va être génial. En plus, elle est à fond dans la lecture. C'est quelqu'un qui étudie énormément de livres et qui Et va en plus, pouvoir… ça va être en direct. Exactement. Elle va nous Yes, donner son point de vue. Merci à Madeleine de partager, son partage. Ben oui, nous partageons après tout. C'est ça. Elle va surtout partager son ça sera impression. bon. Elle aura sa vision de l'actrice. Donc, et comme elle a déjà une vision bien aguerrie, je pense que ça peut être très intéressant. Et en même temps, je pense aussi que ça peut nous aider aussi, ne serait-ce que par rapport au live, comment être aussi plus efficace, plus percutant. Et voilà, quoi. Alors, ce chapitre, le grand camouflage. Lorsque j'ai commencé à lire le chapitre, je me suis dit au départ, je ne comprends pas en fait pourquoi il parle du grand camouflage, parce que ça ne faisait pas écho chez moi. Et lorsque on lit un petit peu en fait la citation qu'il a mis excusez-moi. Lorsqu'on lit la citation qu'il a mis de Édouard Glissant, ça fait sens au bout d'une deuxième lecture. Donc, je fais juste un petit passage. C'est « Et qui se cherche dans tant de semblants où nous nous sommes complus ». Et en fait, plus on va lire, plus on va comprendre cette phrase et plus on va comprendre que c'est aussi du grand camouflage. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ce chapitre? Ce chapitre, de manière globale, il parle du chaos au travers des habitats, au travers de la maison de l'esclave, parce que la maison de l'esclave, c'est un peu de bric-à-brac, c'est des gros meubles, mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de cachet. Il parle du fait que justement dans ces habitations, les gens sont un petit peu les uns sur les autres, même s'il y a une hiérarchie au sein même de la maison, puisque celui qui a le plus gros matelas est celui qui est le chef entre guillemets, de clan. Donc, il y a cette idée de chaos, cette idée aussi de chaos, non pas chez le colonialiste par rapport à son habitation, mais par rapport au fait que en fait, il y a une égalité qui se fait dans le chaos lorsque la nature s'en mêle, puisque lorsque le cyclone arrive, il dévaste tout et tout le monde est à même niveau. Que l'on soit un maître ou que l'on soit un esclave. Donc ça, c'est une approche qui est pas mal à identifier. Il y a aussi le fait que qu'on démontre au travers donc de ce passage qu'au niveau de l'architecture, en fait, il y a eu la nécessité par rapport au maître, à celui qui est au-dessus, de marquer son territoire par justement de l'architecture forte, de l'architecture qui est puissante, avec des institutions assez fortes, puisque c'est des immeubles qui vont être posés même sur des mornes, sur des endroits qui ne sont pas forcément très recommandés pour une construction, mais qui vont quand même tenir, qui seront à même niveau, et tout le monde verra la puissance occidentale sur l'île. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi, et c'est celle que je préfère,
celle où on parle de l'homme noir qui n'a pas d'âme, qui est déshumanisé, qui a juste un corps au final, qui est juste du bétail. Et le contraste avec justement, vers la fin de ce chapitre, complètement l'inverse, puisqu'on démontre que non, l'homme noir, lorsqu'il est affranchi, a une âme, sait ressentir, sait exprimer aussi ses besoins, exprimer ses valeurs, exprimer ce qu'il ressent, alors qu'au départ, on l'avait stigmatisé comme une chose. Donc, c'est très, très fort. Et c'est la partie que je préfère. D'ailleurs, dans vos thématiques, vous allez certainement le soulever, donc on va voir comment. Et puis, la réappropriation de son corps, et ce que j'aime aussi, c'est la femme. La femme noire qui jusque-là n'était pas encore vraiment mise en valeur parce qu'on parlait de l'homme avec un grand H. Et là, Daniel Maximin démontre que la femme va s'approprier quelque chose de fort, quelque chose qu'on avait interdit à l'esclave, c'était la communication. Donc elle s'approprie l'écriture. Et au travers de l'écriture, elle va contribuer. Au travers de l'écriture, elle va amener au peuple noir la parole, en fait, et elle va représenter. Et ça, c'est énorme également. Et une dernière typologie de femme qui avait été un petit peu, qui est le trait d'union entre justement cette transition d'esclave et cette transition de je deviens humain ou humaine, où je deviens reconnue en tant que telle, c'est la femme métisse. La femme métisse qui peut se permettre tout parce qu'elle est le trait d'union. C'est la femme qui est noire, qui est blanche et qui peut se permettre de rire au nez ou de se jouer d'un blanc. Ce qu'une femme négresse ne fera pas à l'époque parce qu'elle n'aura pas ce droit-là. Et c'est aussi la femme métisse qui sera comparée à une blanche. Rappelons-nous qu'il n'était pas possible de comparer une femme noire puisqu'elle n'était rien. Et en fait, la métisse va ouvrir cette voie à la femme noire pour pouvoir justement devenir, être. Ça n'enlève en rien au fait que dès le départ, elle l'est. Hein. Mais dans les mentalités, ça permet justement cette ouverture dans les mentalités occidentales. Et la femme métisse va pouvoir même être ornée de bijoux au même titre que la femme blanche, ce qui n'était pas permis à la femme noire. Donc, tout un tas en tout cas, tout un tas de présentations de l'homme noir, en tout cas par la vision de l'occidental, par la puissance occidentale architecturale, mais aussi par la réappropriation de son corps et la reprise de sa vie quelque part de l'homme noir au travers de la femme noire. Totalement, totalement. Merci Chantal pour ton regard sur ce chapitre. Et vraiment, ça me rappelle vraiment le titre qui est Géopoétique de la Caraïbe. Puisque, enfin, le titre, c'est les fruits du cyclope, une géopoétique de la Caraïbe. Mais géopoétique, ce mot, c'est vraiment ça, en fait. C'est de prendre des fragments de ce que pourrait représenter les Caraïbes et de créer du lien, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on peut voir ce chapitre comme un tout, un bloc, et un bloc qui peut presque t'assommer parce que tellement il y a des informations, mais en même temps, il va dans le détail de chaque fragment qu'il énonce. Et du coup, c'est super intéressant et ça nous encourage tous depuis le premier. Alors là, ce deuxième chapitre, il fait que 32 pages. Hein. C'est pas comme si le truc, il fait 100 pages non plus, mais il arrive à synthétiser, mais à approfondir en même temps tous ces petits éléments qui peuvent composer l'identité caribéenne. C'est super intéressant. Ça nous encourage tous à nous ancrer vraiment et à, voilà, ne pas voir les choses juste en superficiel ou juste en mode carte postale au final. C'est super intéressant. D'ailleurs, moi, je vais rebondir parce que tu parles d'ancrer. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup interpellée et ma thématique, c'est l'ancrage. L'ancrage de ce chapitre, il est vraiment, comme l'a dit Chantal, hein, c'est vraiment puissant dans le sens que c'est la femme antillaise, c'est l'architecture, c'est la nature, mais l'ancrage le plus important, c'est la nature qui est le personnage, qui est le centre-lieu d'ancrage de la Caraïbe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à
nature. Bon, d'ailleurs, les fruits du cyclone, donc justement, il y a une petite citation qui m'a vraiment fait écho, c'est plier comme le roseau et survivre au cyclone. Donc oui, c'est l'ancrage lié aussi à l'environnement, la Mhm. nature. Et à partir, alors je voulais faire un petit message aux futurs participants du projet littéraire. Donc à partir d'ancrage biographique et d'illustration, Daniel Maxima, euh, il nous permet de prendre conscience de l'enracinement de la Caraïbe. Et cette Mhm. Caraïbe qui est riche euh, par, euh, par beaucoup de, comment dire, donc de la culture, des conteurs, des poètes, de la maison, la case créole. La case créole, c'est la maison traditionnelle, c'est le poteau de la maison. Donc, c'est vraiment toutes ces métaphores, toutes ces illustrations, elles sont toujours, il y a toujours un registre qui fait part et qui parle énormément de l'ancrage. Il le personnifie, l'ancrage déjà dans nous-mêmes, le maître et l'esclave. Comme dit Chantal aussi, aussi de l'identité antillaise, il ne faut pas oublier la femme, comment dire, mince, je perds mes mots, la femme et surtout mince, la femme et bon, ça va me revenir, mais pour vous dire que l'ancrage, il est en nous, c'est l'enracinement de notre île, de notre âme, et de prendre conscience de notre force, parce que en fait, entre le maître et l'esclave, il y a une énergie de résistance, et ça, en fait, on l'a en nous, c'est ce qui fait qu'on est piliers, on est nous debout, voilà, on est debout toujours pour vaincre les fruits du cyclone, les intempéries, euh, la nature, pour vaincre aussi les ressentis de la vie, pour vaincre aussi l'environnement familial. Et ça, c'est comment dire, c'est la matrice de la Caraïbe. C'est effectivement les fruits du cyclone. Donc, je vous invite, les futurs collègues, à venir nous rejoindre à ce projet littéraire parce que je peux vous dire qu'il est vraiment dense, ce chapitre. Il m'a beaucoup appris par rapport à l'ancrage et notamment par rapport à la culture des artistes, de voir cette diversité et de voir aussi, j'ai découvert effectivement que la femme, elle était le pilier de l'écriture féminine, pardon, et notamment, il parle de Suzanne Césaire qui a fait justement le grand camouflage. Et franchement, nous les femmes, faut pas qu'on oublie que nous sommes le pilier aussi. On a été le pilier. La femme antillaise, elle a été le pilier, donc l'ancrage de la famille, de tout. Et surtout aussi, faut pas oublier aussi que l'ancrage aussi, c'est lié aussi à notre religion, à notre coutume, la coutume, le costume, il y a tout ce qui est culturel. Enfin, c'est pour vous dire que c'est riche. Voilà. Toute cette représentation, tous ces registres, on l'a. Le madras, c'est une coutume, c'est notre ancrage. La gastronomie en créole, c'est notre ancrage. La cuisine culinaire de nos grands-parents, de nos ancêtres, les plantes médicinales, c'est l'ancrage, c'est notre identité antillaise. Donc voilà, l'ancrage, il est puissant. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est facile. Venez nous rejoindre au projet littéraire avec Axel, Chantal et Laurent. Voilà, je passe le passage à mes collègues. Ni en belle pub, ni. Alors, moi, dans ce que tu dis, c'est vraiment fort et j'aimerais dire quelque chose, c'est que souvent, en fait, lorsqu'on parle d'ancrage, on le voit en mode vertical, c'est-à-dire on rattache l'ancrage à la terre. Donc, on va dire, voilà, mes racines, c'est le fait que j'ai cette terre. Bon, par exemple, quand on parle d'Afrique, on va se rattacher à l'Afrique, etc. Donc, quand on parle d'ancrage, on parle souvent du lien avec la terre. Et j'ai envie de dire qu'en fait, au final, chez les Antillais, l'ancrage, c'est en nous-mêmes. C'est pas dans la terre, parce que nous, on est mobile. Nous, on a beaucoup voyagé. Nous, on est multiple. On n'est pas statique au final.
Et j'ai oublié de dire, parce qu'en fait, c'est important aussi de le dire, que l'ancrage aussi, c'est l'enracinement des 4 continents. C'est l'Afrique, Voilà. l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Voilà, cet Ouais. ancrage, il est puissant, il est en nous. Donc, c'est aussi le métissage. Donc, c'est notre identité. Voilà. Au Et final, c'est il y a des gens vraiment qui disent que le métissage, c'est un truc comme si c'est dénaturé, comme si c'est un truc qui n'est pas finalement très pur et finalement qui est édulcoré, alors qu'au final, il y a aussi un ancrage dans le métissage et il est très fort, il est encore plus fort que lorsque tu as une seule identité, que tu sais clairement qui tu es, entre guillemets, et que tu sais que Mhm. noir c'est noir, blanc c'est blanc. Mais là, tu es obligé de faire communiquer des cultures fortes et des gros poteaux, comme tu disais tout à l'heure. Et tu dois les faire se rencontrer et croiser le tout pour toi, pour que toi, tu puisses t'y retrouver, en fait. Tu ne peux pas être seulement d'un côté ou de l'autre. Tu dois croiser les choses pour que toi, tu puisses t'y retrouver. Sinon, en fait, tu te sens incomplet, finalement. C'est tout Et à de fait toute ça, façon, oui. je dirais que notre culture, de toute façon, à elle toute seule, c'est un métissage. Dans notre culture, quelle que soit la culinairement, tu disais tout à l'heure, Soso, culinairement, dans nos us, dans la manière de faire, tout est le mélange de ces 4 continents. Parce qu'on s'est inspiré de tous ces continents. Et quand Tout on à fera le fait. détail de tout ça sur peut-être d'autres ateliers, en fait, on peut se rendre compte que quoi qu'il arrive, on est une nation de 4 continents. Exactement. Et On Tout est à le fait. fils de ça. je rebondirai aussi sur, quand on parle d'ancrage, même nous aussi, quand on regarde, nous, on est un mélange. Bon, certes, on a des origines afro, mais il y a plusieurs cultures et ça fait que des fois, notre positionnement, des fois, en tant qu'antillais, ça peut paraître un peu bizarre parce que autant on a ce côté, ce côté afro, mais aussi on a aussi ce côté européen. Donc il y a ce mélange. Ça fait que on passe dans la société, mais après ça peut aussi se retourner contre nous. Je Et voulais c'est la juste raison aussi finir. pour laquelle ça peut être aussi ça peut apparaître aussi comme une illusion. Donc, on peut aussi avoir l'impression qu'on appartient à quelque chose et finalement, on n'appartient à rien et vraiment, on est quasiment sur des sables mouvants. Et justement, Je, alors, ouais. pardon, je voulais juste finir sur une petite touche humoristique d'une petite citation. Donc, citation humoristique. Un cyclone, alors il dit, le cyclone boit son champagne en faisant sauter le bouchon du toit. Donc, c'est une belle métaphore. Donc, ça Ouais, c'est parle vrai en aussi de plus. l'ancrage. Ça parle aussi de l'ancrage, justement, de la maison, du poteau. En fait, c'est puissant. Donc, venez. Et justement, bah, moi, je dirais certes, il y a un ancrage, mais il y a aussi cette notion d'illusion qui est très présente. Moi, je l'ai surtout. Il y a une partie, moi, qui m'a énormément touché, c'est à la page 56. Donc, ça va de la porosité jusqu'à toute l'occasion. On est dans un système qui a été établi par les colons qui donne l'impression à toutes les personnes qui travaillent au sein de l'habitation qu'elles ont un statut. Mais il suffit du moindre dérapage pour que ça puisse exploser. Et moi, je me dis que cette illusion, on la retrouve aussi quand tu parlais, Champ, des bâtiments qui sont construits au-dessus de Morne. Il y a aussi une chose qui me relie, c'est que nous sommes sur des îles qui sont situées sur des failles tectoniques. Donc, il se peut qu'à n'importe quel instant, il suffit qu'il y ait un tremblement de terre, ce symbole architectural qui a été mis en place, il peut être détruit. Un cyclone arrive, tout ce qui a été mis en place est détruit. Certes, il n'y a pas dans le livre, on dit qu'il y a des barrières qui ont été mises, mais bon, ce sont plus des barrières mentales. Le colon sait que lui, il est situé. Donc, son positionnement, il est au-dessus de la colline, et en dessous, il y a les cases. Et chaque personne, chacun sait qu'il n'a pas à traverser. Mais c'est vrai, on donne une illusion qu'il y aurait quasiment une séparation, mais finalement, il n'y a rien. Et à tout instant, ça peut être détruit. Et je trouve La que... nature est mère. Comment? Parce que la nature est mère, c'est elle qui met vraiment tout le monde à égalité. Voilà. Donc, que tu sois, comme tu dis, le petit esclave ou le grand maître, quoi qu'il arrive face à la nature, le cyclone se déploie, tu seras à égalité.
Oui, oui, oui. Exactement. La nature Et je me dis que, en rebondissant sur le titre, Les fruits du cyclone, il a vraiment, il a quasiment tout résumé. Parce qu'à chaque fois, on est obligé à chaque fois de revenir sur le titre. Parce que ce titre-là, à lui seul, il dit tout, mais en même temps, c'est un lien. C'est un lien, c'est un lien. Et cette illusion de séparation, elle est vraiment fausse. Et en même temps, moi, je sais que ça m'a fait penser à un film que j'ai vu qui s'appelle The Bunker. Donc, alors, ça se passe aux États-Unis. Donc, je dirais pas que c'est le même principe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des deux hommes noirs qui ont compris ils ont compris le système, donc ils ont créé une banque, et donc ils se servaient d'un blanc qui faisait office d'homme de paille, donc encore dans ce principe d'illusion. Et donc, eux, ils avaient créé un algorithme qui leur permettait justement d'emmagasiner de l'argent. Ils ont acheté des habitations parce que avant aux États-Unis, toutes les habitations, les Noirs ne pouvaient pas en acheter. C'était refusé et eux, ils se servaient de ça et ils ont réussi à s'enrichir. Ils ont compris le système. Malheureusement, il y a quelqu'un qui les a trahis. Mais c'est pour vous dire que cette illusion, elle est toujours présente. On nous fait croire certaines choses, mais finalement, quand on creuse, il n'y a rien. Il y a rien parce que si on revient sur le colon, il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il travaille, il fait un travail psychologique pour justement empêcher l'homme noir qui pourtant, lui, a cette envie justement de se débarrasser de ses chaînes. En faisant un travail psychologique, il le bloque, il le freine. Certes, sur certains, ça a marché et sur d'autres, pas du tout. Donc moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et vraiment, Daniel Maximin, il le décrit très très bien. Et il y a aussi, moi je dis que ce système, il est très poreux. Il y a une porosité, donc c'est-à-dire il y a un échange, il y a quand même un échange. Et cette illusion-là, moi je verrais ça comme un brouillard. Comme un brouillard, c'est un brouillard, c'est très poreux. On se donne, c'est une espèce de tromperie. On est comme dans un rêve. On est dans un monde, un soi-disant monde imaginaire, mais rien n'est vrai. Tout est faux. Tout n'est basé que sur du faux semblant. Exactement. Il y a juste une chose que je vois effectivement quand je t'écoutais parler, Laurent, c'est l'illusion finalement de départ, c'est-à-dire d'assujettir un autre être humain. Oui, Ça, c'est oui. la grande illusion. Parce que pendant longtemps, en fait, je pense qu'ils ont cru que c'était quelque chose qui aurait perduré. Et encore aujourd'hui, quand tu regardes dans les différents mouvements, dans justement les dernières, comment on appelle ça? Les dernières nouvelles, quand tu vois les faits divers et ce qui arrive encore aujourd'hui, eh ben, en fait, il y a encore l'illusion de croire que tu peux assujettir quelqu'un d'autre. Et ça ne peut jamais. Et regarde bien, la grande illusion de tout ça et le grand camouflage, c'est d'avoir pensé qu'un être pouvait être complètement déshumanisé par l'autre et qu'il ne récupérerait pas en fait cette humanité qu'il a en lui. C'est quelque chose qui est ancré, encore une fois, tu vois, ancré illusion. C'est quelque chose qui est ancré en un être humain, les émotions, le ressenti, le besoin d'expression. Exactement. Donc, en fait, ça n'a été qu'une illusion que de penser que tu pouvais assujettir un autre être humain et en faire ce que tu voulais. Parce que de toute façon, in fine, ils ont retrouvé leur humanité. On a retrouvé notre humanité. Et c'est ce qui fait que, justement, ils parlent de grand camouflage parce que, encore une fois, en tant qu'esclave, tu n'avais pas droit à la parole. Donc, si tu voulais survivre, il fallait jouer ce rôle. Il fallait se camoufler derrière tout ça. Et puis, on sait très bien que dans les communications, ils avaient trouvé d'autres moyens de communiquer au travers des textes, au travers des chants, au travers de… Donc, en fait, tout ça, ça a été une grande illusion et un grand camouflage. Mais en même temps, ça a été positif puisque de tout ça, il est ressorti des codes, il est ressorti, quand on regarde le gros cas, quand on regarde les instruments, tout a été codifié de façon à ce que le colon ne puisse pas le comprendre, mais en même temps, c'était un signal. C'est aussi la même chose aussi qui se faisait chez les Indiens, quand il devait y avoir une guerre aussi. Donc, ça veut dire que même si on nous ferme une porte, d'autres peuvent s'ouvrir. Et on a l'impression que c'est mais en même temps, c'est une ouverture c'est un champ des possibles qui est ouvert. Et en même temps, ça crée, et en même temps, ça veut dire que l'être humain a toujours de la ressource, qu'il peut rebondir, même quand tu te trouves dans une situation d'adversité, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution.
Et en même temps, c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sortons aussi de cette illusion, et de tout ça, on essaie de faire émerger quelque chose. Parce que chaque personne, chacun nous représente quelque chose, mais de cette illusion, on fait émerger une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience. Et merci aussi à cette illusion, parce que ça nous a permis d'enlever, de nous débarrasser de tous les vieux repères qu'on a eus. Et là, maintenant, ça nous permet aussi d'avoir un bon ancrage. Et là, vraiment, on est réellement ancré. Donc, les femmes noires que vous êtes, les femmes antillaises que vous êtes, sont encore plus ancrées. Et là, vous êtes au centre. Donc, moi, je me dis que ça ne peut être que, certes, ça a été dur. Certes, ce que nous enseignons. C'est que du positif. C'est que du positif. Il faut garder que du positif, et que l'ancrage, c'est ça, c'est toujours, comme nos grands-parents nous disaient, rester toujours debout. C'est notre force, notre énergie résistante à tout ça, à cet ancrage, à l'environnement aussi, de la nature, de tout, comme vous disiez, les émotions, le ressenti, enfin, tout est là pour nous faire comprendre que ce qui nous arrive, c'est pour toujours nous relever. Oui. Voilà. J'aimerais vraiment rebondir sur ça, vraiment sur ce point dont vous parlez, puisque tout à l'heure, tu as dit, voilà, que en fait, c'est comme un processus de guérison. On est dans un processus de guérison. C'est ça, au final, la construction identitaire. C'est un processus de guérison personnelle. Ça ne veut pas se dire, je suis ici sur Terre pour rien. Je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas pourquoi on me traite comme ça. Parce que, en fait, vraiment, ce que j'aimerais toucher du doigt, il y a beaucoup de stéréotypes sur les peuples caribéens. On est des peuples fragiles, on est des peuples faibles, on est des peuples fainéants, on est des peuples qui se victimisent. Et en fait, j'ai envie de vous dire là, vous dites que oui, on est redevenus des humains, on s'est réapproprié notre humanité, mais attention, tout le monde n'est pas au même stade, et c'est bien pour ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, encore en 2020, sont dans une grande souffrance, et il y a des peuples qui souffrent, et ça se voit dans l'actualité. On le voit vraiment au quotidien, à quel point il y a encore des points d'injustice qui ne passent pas. Et en fait, le problème qui se pose, et je vais revenir après au texte de Daniel Maximin, ce qui se pose comme problème, c'est que aussi, quand on revendique en fait cette humanité, on a tendance à vouloir nous intimider, c'est-à-dire à dire « Ah, mais vous criez trop fort. Ah, mais pourquoi vous êtes aussi revendicatif? C'est bon, on est en paix et tout. » J'ai envie vraiment d'inviter chaque personne, que ce soit une personne qui a tendance à voir les peuples caribéens comme des personnes qui sont toujours en train de se victimiser, ou qui sont toujours en train de se plaindre, ou toujours en train de parler de l'esclavage, on ne sait même pas pourquoi, et ainsi que les personnes qui sont caribéennes et qui parfois même n'osent même pas assumer ce qu'ils ressentent, à vraiment faire un point, L'introspection, c'est indispensable. Et pour revenir au texte de Maximin, en fait, il parle beaucoup de ce point de déshumanisation, et c'est un point très important. En fait, on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas parler de la déshumanisation, parce que justement, on est en train d'essayer de compenser les choses, d'équilibrer, de rechercher cet équilibre. Non pas demain pour être anti-blanc, anti-systémique, non pas juste pour être des rebelles, non. On veut juste trouver cet équilibre et pouvoir, et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que nous, en tant que Caribéens, on doit s'ancrer, comme disait Sonia, mais on doit aussi reconnaître ce que l'on est pour mieux dialoguer avec les autres cultures. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de reconnaître, nous, on est antillais, et rentrer dans un sectarisme de on est antillais, on veut que des antillais, on veut voir que des antillais, mais on veut aussi communiquer avec les autres cultures. Et j'aimerais vraiment rebondir sur un point du texte. Donc, à la page 62, des fruits du cyclone, plutôt la page 63. Pardon? Après, quand tu auras fini, je veux juste dire un truc par rapport à ce que tu as dit qui est très important. Oui, moi aussi. Eh bien, attendez, c'est mon tour. D'accord. Alors, page 63, il est dit « Toute transgression était immédiatement inscrite par des marques sur le corps. » Et j'aimerais revenir sur ce point, le corps de l'homme noir, d'accord? À plusieurs endroits dans son texte, Maximin parle de corps maîtrisé, corps mutilé, corps silencieux, d'accord? Et il y a une notion dont on parle souvent chez les Antillais, on parle du zombie, d'accord? Donc, en fait, le zombie, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Le zombie, c'est comme, vous savez, des morts vivants.
D'accord? Et en fait, il y avait ce processus de déshumanisation qui visait en fait à rendre les Noirs comme des morts vivants parce que à la fois, tu es mort parce que tu n'es pas humain, mais à la fois, tu dois rester vivant pour produire en fait. Parce qu'on on reconnaît ta force, on reconnaît que tu es assez efficace au niveau de la production physique. Et j'aimerais mettre ce texte, cette citation et cette idée en lien avec une autre œuvre qui s'appelle Le défi culturel guadeloupéen de Dany Bebel-Gisler. Et le sous-titre, c'est Devenir ce que nous sommes. Et en fait, vous avez un chapitre, donc c'est parmi les derniers chapitres, un chapitre qui s'intitule De l'identité niée, refoulée à l'identité assumée. Et là, en fait, déjà, ce qui est rigolo, c'est que dans ce chapitre, elle parle aussi de Suzanne Césaire, parce que je vous rappelle que ce chapitre, il s'appelle Le Grand Camouflage, parce que ça fait hommage à un texte de Suzanne Césaire, une autrice que Daniel Maximin a su valoriser dans un recueil, etc. Machin. Donc, là aussi, elle parle de Suzanne Césaire, mais ce qui m'a touchée, en fait, dans ce qu'elle dit, c'est moi, je dirais l'espérance invincible en une société désobéifiée invite à retrouver dans l'espérance et l'imagination utopique le courage d'assumer les échecs et d'en faire un levier pour relancer inlassablement l'action. Elle parle en fait de ce dont je viens parler, donc du fait que voilà, on a été cette identité qui était déjà existante à la période de l'esclavage et bien avant, elle a été étouffée, mais malgré ça, on a cette espérance, on a cet espoir qui survit à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a une forte résilience. Nos peuples ont une forte résilience. Et c'est pour ça que aussi nos peuples sont reconnus pour leur joie de vivre, leur aspect fétal, leur aspect, voilà, toujours positif quand même. Mais ça ne vient pas de nulle part. Et quelqu'un qui est tout le temps victime n'a pas la joie de vivre. Donc, j'ai envie de dire, chacun, faisons vraiment une vraie introspection pour discerner le vrai du faux parce qu'au final, on n'est plus des zombies. Et j'aimerais... Exactement. On est plus des zombies. Donc voilà, vous vouliez dire quoi, les amis? En fait, moi, ce que je voulais dire, et c'est complètement en lien avec ce que tu dis, c'est le fait justement de ne pas, on ne se victimise pas, on fait exactement ce que n'importe quelle nation fait, c'est-à-dire savoir son histoire, connaître son histoire, la partager avec les autres, mais c'est la partager avec ses forces, avec justement ses difficultés partout. Être esclave, ça a été très difficile. C'est quand même la seule nation qui a vécu ça pendant 400 ans. 400 ans. C'est pas 3 jours, c'est pas 4 ans, c'est 400 ans. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans les écoles, on martèle Bonaparte, on martèle Charlemagne, on martèle le clergé, on martèle tout ça. Donc, on repart du passé. Donc, pourquoi on ne peut pas se légitimer nous-mêmes à parler de notre passé? On doit, nous, en parler. Ça doit être dans les institutions, ça doit être dans l'Académie française, parce que c'est l'histoire. Il ne s'agit pas de dire, c'est comme quand on parle de ce qu'a vécu le peuple juif, c'est de l'histoire. Donc nous, c'est de l'histoire. Et il faut accepter d'en parler. Il faut accepter de pouvoir dispenser ça à l'école parce que ça fait partie de l'histoire. Ce n'est pas se victimiser. Alors après, je ne vais pas être très douce en disant ça. Ça fait mal, mais ça fait mal à tous les peuples parce qu'il faut le reconnaître, parce que quand on est justement, on fait partie de ceux qui ont été les maîtres, c'est difficile à reconnaître pour les nations suivantes parce qu'elles n'ont pas été elles-mêmes des maîtres, mais c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Regardez bien, aujourd'hui dans l'actualité, on déboulonne des statues. Pourquoi? Parce que l'illusion qui a été portée sur ces statues ne sont plus possibles. On est en train de se réapproprier notre corps, on est en train de se réapproprier notre histoire et on n'a pas à s'excuser pour ça. Au contraire, on doit le tonner, on doit être fier. Par contre, à mon sens,
On ne doit pas être sectaire. Ça n'a aucun intérêt d'être sectaire. Ça n'a aucun intérêt d'être dans une logique de vengeance. Mais par contre, on doit être dans une logique de fierté. On doit être dans une logique justement de connaissance de soi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Axel, qui est super important parce que ça fait partie de l'histoire. Il y a l'adage qui dit on doit savoir d'où l'on vient pour aller là où on va. C'est exactement ce que le peuple noir fait. On ne doit pas s'excuser pour ça. On doit en être fier. Et surtout, c'est comme disait tout à l'heure Axel, c'est aussi c'est une guérison personnelle. Chacun a son rythme, chacun prend en fonction de ce qui lui arrive dans sa vie, de l'histoire, les événements de sa vie. Chacun doit faire un travail sur soi. C'est d'abord, avant tout, soi. C'est se guérir soi-même. C'est ça le plus important, l'ancrage. Sinon, c'est même plus l'ancrage, c'est être faire pour faire, mais ne pas comprendre l'être qui nous sommes. Donc, avant tout, c'est une guérison personnelle à son rythme et tout simplement à son rythme et avec bienveillance. Voilà. Et en même temps, je dirais aussi que si tu as parlé de ces 400 ans, ces 4 siècles, donc ces 4 siècles-là, il y a aussi nous, on fait cette guérison-là, mais en même temps, on ne la fait pas que pour nous. On l'a fait aussi pour tous ceux qui étaient avant, pour qu'ensuite, les prochains qui viennent, que ça soit quasiment comme on passe le relais. Oui, et en mais même tout temps, à fait, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de la personne, de l'individu, parce qu'en fait, si la personne, elle fait et puis elle ne comprend pas ce qu'elle fait par rapport à ce qui se fait, elle va pas se guérir. Il faut qu'elle ait cette prise de conscience, de cette recherche personnelle. Exactement. Donc, c'est toujours la clé, elle est en nous, en fait, pour l'ancrage et pour la guérison personnelle. Totalement, totalement. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais vraiment insister, et d'ailleurs, on va en parler aussi sur la page Instagram de Voix Créole pendant une semaine. C'est la notion de sentiment au final. Je parlais de résilience tout à l'heure. La notion de sentiment qui vraiment a pris une place considérable dans la construction identitaire des Caribéens. Et je vais parler plus précisément des Guadeloupéens, mais aussi de tous. Hein. Franchement, c'est valable pour toutes les îles caribéennes. C'est un peu, ça se retrouve en fait, cette idée, c'est un leitmotiv vraiment qui se retrouve partout. La notion de sentiment. Parce qu'en fait, au final, alors, je prends toujours cet exemple. Quand tu élèves un enfant, que tu lui interdis tout et que l'enfant grandit et on le libère, en gros. L'enfant prend son indépendance. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va essayer de tout tester. Il va essayer de... Voilà, il aura besoin d'exister. Il aura l'impression tellement que tu l'étouffes qu'il aura besoin de se sentir exister. Et là, à ce niveau-là, le peuple caribéen, au final, quand on l'a libéré, la première chose que le peuple caribéen a fait, c'est exprimer ses sentiments. Parce que ses sentiments étaient tellement niés. On rappelle quand même que les gens n'avaient même pas le droit d'avoir de vrais droits sur les membres de leur famille, de leur foyer. Les gens n'avaient pas le droit de sembler énervés ou tristes. Et comme je vous dis, dès que les gens ne répondaient pas à certains critères, ils étaient mutilés. Ils étaient vraiment parfois tués. Donc, tous ces sentiments qui étaient oppressés, ils ont été transcendés. Une fois que la libération a été, déjà pendant l'oppression, hein, parce que ça a commencé avant, mais encore plus dès la libération. Et on a eu donc, voici ce dont on parlait tout à l'heure de la diversité culturelle, on a eu un foisonnement total au niveau des expressions. Voilà, on est fort en fait pour exprimer des sentiments profonds. D'ailleurs, on rigole toujours avec moi. Pourquoi vous parlez toujours dans le zouk d'amour? Pourquoi, voilà. Mais nous, en fait, on parle pas de pipi caca, j'ai envie de dire. On parle pas, voilà, on va pas s'extasier à parler pendant 3 heures d'une feuille morte, en fait. On va essayer de parler de nos sentiments, parler du relationnel, parler, voilà. Et en fait, toutes les formes artistiques, toute la danse, la couture, la musique, la peinture. La peinture, attention, ayez un regard vraiment sur toutes ces formes d'expression parce que toutes sont témoins de ce besoin d'exister, de ce besoin aussi d'exprimer les sentiments. Et vraiment, cette semaine, nous, avec Voix Créole, ce qu'on veut faire, c'est valoriser un point.
ce serait le sentiment Gros-Ka, parce qu'on parle de sentiment dans le Gros-Ka. Le Gros-Ka, c'est un art percussif de la Guadeloupe et vraiment, on parle du sentiment. Et on s'est demandé, qu'est-ce que le sentiment au final? Donc, on a demandé à plusieurs acteurs culturels de nous parler du sentiment Gros-Ka et vous aurez l'occasion de voir en fait voilà ce qu'ils ressentent et la façon dont ils définissent le sentiment Gros-Ka. Donc pour commencer, ce que je vous propose c'est de regarder tout de suite notre première invitée. Et c'est pour répondre à ce que tu disais, Axel, concernant les sentiments. Les sentiments, ils sont fondamentaux car c'est vraiment la liberté et notre dignité en fait. C'est ça la base. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est vraiment important. Pour moi, être guadeloupéen, ça a forcément quelque chose à voir avec le Gros-Ka. Le Gros-Ka, en fait, c'est 7 rythmes qui accompagnent des sentiments différents. La joie, la douleur, le plaisir. Tout ça, en fait, on peut l'exprimer avec le Gros-Ka. Le Gros-Ka, en fait, accompagne les événements de la vie quotidienne d'un Guadeloupéen. On le retrouve dans les pires moments de la vie, mais aussi comme dans les meilleurs moments. Il y a un élément qui est très très fort en fait. C'est dans les Lewos, cette communion en fait qu'on a justement dans les Lewos, où on rend hommage en fait à ceux qui ont fait le Gros-Ka. Puis il y a aussi le carnaval. Le carnaval en fait c'est une réunion d'esprit, une réunion de corps, une réunion en fait qui révèle une identité et un besoin d'être ensemble pour pouvoir mener des actions. Et c'est pour ça en fait que le Gros-Ka accompagne tous les mouvements de revendication, la colère aussi, il permet de l'exprimer, mais aussi les moments de réjouissance lorsqu'on a enfin obtenu ce qu'on voulait. Je fais référence justement aux mouvements qui ont marqué la Guadeloupe. Et à chaque fois, le Gros-Ka a toujours été présent pour pouvoir soit donner la force aux gens d'avancer, de mettre en avant leurs convictions et de les défendre, soit aussi de célébrer les moments où la victoire a été au bout. Et bien, en fait, pour moi, être guadeloupéen, ça a quelque chose à voir avec le Gros-Ka. Alors, ce Gros-Ka, en fait, on le ressent comme une musique, mais c'est un mode de vie qui peut passer par la musique. La musique, en fait, nous a été révélée, mais nous pouvons aussi nous révéler en tant que Guadeloupéens grâce à la musique. Donc, chers amis, nous vous attendons le 29 août, pour continuer à partager avec nous notre ressenti sur le livre Les fruits du cyclone. Et le plus important, c'est que ça va se faire en live, donc il pourrait y avoir une interaction entre vous, nous et ce que vous ressentez. Donc, nous vous attendons nombreux le 29. Et le 29, on aura l'honneur d'accueillir Madeleine, qui est la présidente de l'association littéraire Lowen Club. C'est une association en fait de femmes. J'ai eu l'occasion de les rencontrer au travers de Winnie, en fait, une collaboration qu'on a eue ensemble. Et en fait, c'est une association où ce sont des femmes qui partagent des astuces, qui partagent du quotidien de femmes, du quotidien de mamans, du quotidien de femmes qui travaillent, de femmes actives. Et il y a tout un rituel, justement, lorsqu'elles sont dans leur cercle de lecture. C'est vraiment très, très beau à voir. Et Madeleine, je pense, vous en parlera un petit peu plus. Mais ce qui sera intéressant, c'est que comme elle fait partie, donc elle a créé une association de lecture, elle va pouvoir nous apporter une vision différente, en tout cas par rapport à l'œuvre de Daniel Maximin, et échanger avec nous son regard, échanger avec les internautes également son regard, et ça peut être très, 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 très enrichissant. Donc, j'ai hâte le 29. Moi aussi. Ouais. Alors moi, une super fin de journée. Et puis, tu avais quelque chose à dire? Alors moi, je serai plus sur le live. Donc, je tenais juste à dire merci pour cette positivité et surtout garder
toujours l'ancrage de la positivité. Voilà, Merci, c'est comme ça qu'on restera toujours Sonia. debout. Merci, À Soso. bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.